recherche fondamentale et qui peuvent donner leur avis alors qu'ils sont rivaux sur tel ou tel sujet. Ils peuvent même s'interdire à eux-mêmes des recherches. Ce qui est évidemment... Voilà. Question? Oui, j'aimerais savoir s'il y avait déjà eu des expériences d'archéologie populaire. Moi, j'en sais pas trop. Je sais que... Précise. D'archéologie populaire, c'était une nécessité de diffuser des connaissances dans la population, que ça ne reste pas enfermé dans le cadre... Ah bah, il y a des gens qui font des trucs super. Et même peut-être plus aussi à l'échelle des chantiers ou de prospection, par exemple. Moi, je ne sais pas trop. Je sais qu'Ivan Pallier travaille beaucoup dans ma philosophie. Hein, Ivan et Clément, et c'est pour ça qu'ils nous ont autorisé à mettre leur dalle gravée en page de couverture. Mais je sais qu'en Dordogne, il y a des gens qui font des trucs formidables, quoi. J'ai perdu un petit peu de vue, mais il y a Serge Maury qui a fait énormément pour la vulgarisation de l'archéologie, les fouilles, faire fouiller les enfants, etc., pour montrer ce que ça représente comme boulot, etc. Le musée des Égies, j'ai visité le musée des Égies avec deux de mes petits-fils qui avaient 10 et 12 ans. Il y a une gardienne qui, voyant qu'ils étaient intéressés, venez voir, je vais vous montrer quelque chose dans la vitrine. Sur un os qui est grand comme le bout de mon doigt, là, il y avait un phoque gravé. Mais ça, c'est des gens qui font leur boulot, quoi. Mais l'université qui ferme le musée de Pinmar et la dispersion des collections, c'est un scandale national, quoi. Il y a des gens qui font des trucs sympas. Mais moi, je connais pas tout non plus. Hein, Moi, par exemple, j'ai un exemple, c'est Catherine Bizien, voilà, qui travaille pour une association d'archéologie à la Cité d'Alette. Et qui en ce moment mène une énorme campagne de prospection sur toutes les Côtes d'Armor en fait. À ces prospections-là participent plein de monde. Donc c'est souvent des bénévoles, pour la plupart retraités, qui ont le temps de venir en semaine farfouiller dans les champs. Moi j'ai participé avec Cindy qui est juste là, ou d'autres personnes de ma promo à l'université. Et on a vu aussi que il y avait des gens du coin, les voisins, qui venaient aussi pour aider. Voilà, je pense que... Alors ça c'est une chose, c'est les retombées après, comment se passent les retombées, quoi. La donnée, elle est récoltée, elle est analysée. Maintenant, j'imagine qu'il y a des travaux qui sont publiés, mais je ne sais pas si ça va plus loin. Parce que c'est ça, mais je pense que ce que je fais, c'est plus de la philosophie que j'ai appris ça hier en écoutant la radio. Philosophie, c'est poser des questions sans attendre de réponse, quoi. Sans avoir la réponse. Et ouais, j'ai pas de réponse à ça, c'est comment faire, quoi, pour que les retombées concernent vraiment le territoire d'où elles viennent, quoi. Vous prenez n'importe quelle commune, vous avez dans le bulletin municipal, vous allez trouver des articles où on dit, ou dans la presse, hein, tel bled était occupé dès le paléolithique parce qu'on a trouvé des trucs. Vous aurez la liste de ce qui a été trouvé. Et c'est pas ça qu'on attend, c'est donner un sens à cette liste-là, quoi, c'est ça. Et personnellement, je sais que c'est très difficile, mais c'était ma première, une de mes premières phrases, là, c'est le problème
pas nécessairement de trouver des réponses aux questions qu'on pose, mais c'est dans la démarche qu'on sait, c'est aller vers ces réponses-là, quoi. Je suis clair? C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, comment la démarche de Pierre Goulet-Pierre dès le début a été une démarche, et là ça va répondre en partie à ta question, et que moi je ne connais pas ton prénom, mais en l'occurrence, Pierre a eu une démarche justement d'archéologie et d'éducation populaire en emmenant avec lui dans ses prospections, et en arrêtant de fouiller d'ailleurs, un certain nombre de bénévoles, on va les qualifier comme ça, d'archéologues bénévoles, qui étaient de tous origines en fait. Et ça, à l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau, parce qu'en fait, on était dans une démarche de professionnalisation à outrance. Catherine est une bonne copine, que je connais très bien. Catherine est un cas particulier. C'est un des derniers dinosaures qui pratiquent ce genre de choses. Maintenant, il y en a de moins en moins. Et parce qu'en fait, l'objectif, c'est la professionnalisation. Parce que sans être professionnel, si on n'est pas professionnel, on n'est pas bon pour la faire, pour la faire de manière caricaturale, mais c'est effectivement la réalité. D'accord? C'est-à-dire que pour avancer, par exemple, ne serait-ce que pour publier, vous devez être un professionnel. Par exemple, à Châtillon-en-Vendelay, où je travaille, j'ai un historien bénévole qui aimerait publier aux presses universitaires de Rennes. Il sait qu'il ne pourra pas, parce qu'il est bénévole. Ok. Des démarches populaires, il y en a de moins en moins. Bon, c'est ce que j'ai tenté de faire pendant quelques années avec mon groupe de recherche archéologique de Mayenne, qui est en train de mourir de sa belle mort, parce qu'il n'y a pas de renouvellement de génération, hein, c'est que des vieux, et on est tous un peu fatigués. Mais donc dernièrement, par exemple, pour revenir sur ces retombées territoriales, c'est sur l'initiative d'ailleurs d'un des bénévoles, c'est pas mon initiative, mais Bernard Bodinier, que tu avais rencontré, a décidé de faire pour l'État, il a fait le boulot de l'État s'il vous plaît, en tant que bénévole avec son équipe, il a fait l'inventaire complet de ce qu'il y avait dans ce musée, qui est le musée de France. Donc normalement c'est censé être des gens diplômés là, qui font ce genre de choses. Donc il a fait le boulot, et en plus il s'est proposé d'en faire de refaire une mise en place de la muséographie. Hein, donc ils ont fait les textes eux-mêmes, ils ont fait les dessins eux-mêmes, et ils vont les proposer au grand public. Donc là, on est un peu sur ce type de démarche qui est la retombée dans le territoire local, parce qu'en l'occurrence, le musée d'Ernée, ce sont des collections qui viennent de la commune d'Ernée en Mayenne, donc, mais aussi sur les quelques communes alentours. Donc effectivement, il y a ce genre de choses, mais c'est ce vers quoi Pierre a milité, sans militer d'ailleurs, et c'est ce pourquoi je vais t'interroger, ce sera en tout cas ma dernière question, dans un article que tu as publié dans un colloque, un truc qui est très difficile à trouver, éteignez bien les braises. Hein, le truc que tu as réécrit, parce que la version, il y a une version qui existe censurée que j'ai jamais lue, qu'il faudra un jour que je lise quand même, ce serait pas mal. Donc éteignez bien les braises. Tu termines, et c'est là que ça va intéresser tout particulièrement moi et mes petits camarades de groupe. Tu proposes des solutions en faisant le lien avec la Ligue de protection des oiseaux, ou ce qui va devenir Bretagne Environnement. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces questions-là? Comment toi tu aurais préféré que l'archéologie... Quel chemin tu aurais préféré que l'archéologie prenne, au final, après 1945? L'exemple, c'est la SEPNB, hein, d'autrefois, c'est la Société de protection de la nature en Bretagne. C'est des enseignants en sciences naturelles, là, que je parle avec le vocabulaire de l'époque, qui ont eu, universitaires, qui ont eu l'idée dans les années 50 de créer une association ouverte vers le public, de manière à intéresser le public aux sciences naturelles sur le terrain. Donc ils ont lancé essentiellement tournés vers la protection des oiseaux, même encore maintenant. Hein, bon. Et leur but c'était de créer des réserves, mais quand même avec cette idée
d'intéresser le public à des démarches, et ils ont lancé des campagnes de comptage d'oiseaux, des choses comme ça. Et dans cette foulée vers le public, moi je connais un cas, mais il y en a d'autres, hein, il y a je ne sais pas combien de permanents maintenant, il y avait Bruno Barguin qui était plâtrier ou carlier, un métier du bâtiment, qui était passionné d'oiseaux, qui a lancé, qui a été recruté pour s'occuper du site de Trinvel à Tréguenec, là, qui est un site bien connu des spécialistes. Et c'est lui qui a eu l'idée d'introduire à partir de Tréguenec le marquage des oiseaux, le bagage des oiseaux, de manière à pouvoir participer au tracé des va-et-vient des migrations, quoi. Il est devenu professionnel de la SEPNB, et c'est un des exemples qu'on aurait pu suivre en archéologie, facilement. C'était un choix politique. Et ça marche bien, hein, la SEPNB, pour beaucoup de choses, c'est un interlocuteur costaud vis-à-vis de... et en même temps complémentaire de l'université, si tu veux, complémentaire de la recherche officielle, cadrée, de tout ce que j'ai mis en grille sur mes images, quoi. Mais c'est, Bruno Barguin, c'est un exemple de la recherche buissonnière appliquée à la nature, quoi. Et il y en a énormément d'autres, quoi. Et il y a une ou deux réflexions que tu as faites tout à l'heure, là. C'est pas pour vous décourager de faire des études, et c'est autre chose. Mais l'un des pièges de l'archéologie, c'est la certitude. Moi j'ai beaucoup d'admiration, tu vas pas être d'accord avec moi sur tout, mais enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Pétrequin, dis-moi donc, Serge Cassin. Serge Cassin, etc. La seule chose que je leur reproche, c'est leur trop grande certitude, quoi. Ils ont sorti un bouquin qui est... Enfin, bon, il y a aussi Cyril Chéniaud dans le coup, etc. Ils ont sorti un très beau bouquin dans lequel ils retracent un tableau de ce qui se passe dans le Morbihan autour de l'Aumariacaire et de Carnac. C'est dans l'esprit, parce qu'ils ont énormément fait pour améliorer la prospection, etc. Et puis, Cyril m'a fait visiter Carnac à l'occasion de la présentation du bouquin, et ils ont un discours sur tout le territoire de Carnac, qu'on voit du Mont Saint-Michel, et c'est donner un sens à l'ensemble du paysage, quoi, à l'ensemble de l'occupation à cette époque-là. Le seul reproche que je crains qu'on puisse faire, c'est la trop grande certitude, quoi, parce qu'on est dans un métier où la certitude, qui est très proche d'ailleurs de la religion, hein, il y a des religions qui ont des certitudes. On sait par l'histoire de l'archéologie que toutes les certitudes sont remises en cause par la génération suivante, par vous, quoi. C'est-à-dire que là où vous voyez quelqu'un qui affirme quelque chose, vous foncez dedans et vous démolissez son truc au moins en partie, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous faites le béni oui, vous êtes sûr de trouver du boulot, mais vous êtes sûr de rentrer dans le cadre gris, quoi. J'étais pas sûr que ça passerait bien, ça. J'ai couru un risque, là. Et moi, je vous recommande... Alors, ce que je dis dans le bouquin aussi, je serais nul au jeu des 1000 € pour répondre à des questions sur l'archéologie. C'est-à-dire que... tiens, je t'ai jamais raconté ça? J'étais en fouille à la butte aux pierres avec Gabriel Bellancourt, qui était un des survivants d'avant-guerre. C'est-à-dire que Gabriel Bellancourt était polytechnicien, directeur d'usine, passionné d'archéologie, formé sur les chantiers de fouilles célèbres d'Ordogne, et il prospectait
les gravières de la Loire. Vous savez, on pêche le sable, et puis les ouvriers trouvaient des épées cassées, des trucs, des dépôts, enfin plein de trucs. Ils se baladaient avec des bouteilles de pinard dans les poches et ils échangeaient ces bouteilles contre des objets archéologiques, quoi. Et il avait ouvert un chantier de fouilles en Brière, et un des premiers chantiers, de mes premiers chantiers, c'est Gio me dit, bon, vous allez aller sur le chantier de la butte aux pierres avec Bellancourt, vous en apprendrez bien plus que dans les livres, enfin, je ne sais plus comment il va y prendre. Et Bellancourt avait soulevé un problème archéologique. Là, je parle pour les archéologues, tu m'excuseras, vous m'excuserez. Je vais m'endormir. Et Bellancourt avait un site de surface, donc sur un îlot en pleine Brière, c'était un truc, une ambiance extraordinaire, ça aussi, avec les balades à la pigouille sur le marais. Et il avait des microlithes. Et il avait acquis la conviction que ça s'étendait depuis le Mésolithique, les microlithes, jusqu'au Chasséen. Et devant les fouilleurs, d'autres étudiants, des Béotiens, des membres de l'association de Nantes, là, il me pose la question, c'est ce que c'est que le Chasséen. Je ne savais pas, moi j'avais passé tout mon temps à potasser les trucs de bande et tous ces monstres-là. Je venais de rentrer, c'était la deuxième année ou la troisième année, je crois. Et je me suis juré ce jour-là que je ne saurais jamais ce qu'est le Chasséen. J'ai terminé ma carrière, je peux dire que j'en ai rien à foutre de ces classements-là, parce que c'est des freins à la curiosité, en fait. On affirme des trucs. Et donc ça nous ramène à l'histoire de continuité aussi. C'était logique son truc, hein. C'était logique comme questionnement. Et au cours du colloque de 89, qui était le dernier colloque auquel j'ai participé, c'est là que j'ai quitté définitivement la grisaille, il y a un archéologue belge dont j'ai oublié le nom, qui dit, bon, alors on parle du Mésolithique à propos des microlithes. Et lui, il avait fait l'inventaire de toutes les dates radiocarbone, même celles qui avaient été rejetées, par les chercheurs. Et il avait montré que les microlithes, ça commençait très bas et ça continuait jusqu'en plein néolithique, quoi. C'est-à-dire que le microlithe comme marqueur temporel, on a écarté ce qui gênait. Gio écrit un article qu'il a appelé, tu me rappelles de ça, l'art d'interpréter les datations radiocarbone. Ça c'est trop vieux, ça c'est trop récent, c'est trop récent. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais après on rentre trop dans la spécialité, et puis ceux qui ne sont pas du métier sont... Je suis content de voir quand même une belle brochette là. Ah bah merci Pierre. As-t-il d'autres questions? Ouais, bah, si vous avez d'autres questions, on a le temps. Moi, je dors à Rennes, donc... Pourquoi avoir choisi cette dague, la dague de Saint-Béguet, en couverture pour votre livre? Bah, parce que c'est les territoires. Et c'est la perception. Alors ça, c'est une question. C'est une belle question. Quand Ivan et Clément ont écrit leur premier article, c'était un article en anglais qu'ils ont présenté à Antiquity. Et leur article a été refusé par Antiquity parce que comment on appelle ça, la lectrice, quoi, il y a un terme, non? Je sais, la rapporteuse, voilà. De leur article
a décrété que les hommes de l'âge du bronze n'avaient pas la vision globale de leur territoire. Et cette carte... Pardon, mais c'est quoi la vision globale du territoire? Comment? C'est-à-dire, c'est quoi la vision globale du territoire? Ben, pour faire une carte exacte, parce que c'est une carte, une représentation exacte du territoire qui se trouve entre l'Aune et l'Audet. Ça, il faut leur demander de venir vous faire une conférence là-dessus, c'est pas moi qui la ferai. Si vous voulez voir à quoi ressemble la dalle en question, allez-y, je vais passer le bouquin. Mais cette carte est la preuve du contraire, en fait. Que les gens avaient une vision, et c'est nécessaire d'avoir une vision. Ce qui est... alors, je vais vous raconter une de mes expériences personnelles, qui va peut-être vous intéresser quand même. Hein. Pour différentes raisons, je me suis retrouvé à faire de l'archéologie au Niger, dans le désert. Ce qui est super parce que rien n'est caché. Sauf là où il y a du sable, mais autrement, tu arrives sur un reg où tu vas trouver des trucs de toutes époques, rien n'a bougé. Les choses sont encore en place. Enfin, avec tout ce qui se passe depuis la micro, c'est peut-être plus le cas, mais où tu trouves tout ce qu'il faut, des sites comme Pincevent, si tu veux, mais à l'air. D'accord. Et donc j'étais là, on faisait de la prospection, et tous les matins on avait un guide Touareg qui nous conduisait dans les endroits où il savait qu'on trouvait de la poterie ou des pierres taillées ou des choses. Et un jour, ça fait tilt, je dis, mais s'il sait où se trouvent les choses, il peut peut-être nous les montrer sur les cartes. Et au pire, on pourra comme ça les voir sur la carte. Et on lui a montré les cartes IGN, mais il ne savait pas interpréter les cartes IGN, c'était pour lui, c'était un bout de papier, c'était pas ça. Et quand les Touaregs vous expliquent quelque chose, ils font, ici, on est ici, un petit rond dans le sable, on va monter vers le nord, là on va retrouver tel repère, à partir du moment où on voit tel arbre, on va tourner par là, ils font des graphes comme ça. Et j'ai eu l'idée de lui dire, bah, tu vas nous faire la carte de ce que tu connais, quoi. Alors on était sur notre site archéologique, là, à Gélic, voilà, on est là, tu pars vers le nord. Alors on a fait un film, mais je ne le retrouve pas, ce film. Et j'avais pris une grande carte, une grande feuille pour faire un truc. Et le lac qui part vers le nord, mais on voyait dans son attitude qu'il était sur le terrain, quoi. Dans sa tête, il était sur le terrain. Et chaque fois qu'il arrivait à un coin repère, c'était un puits, une roche, un arbre particulier, un oued, etc. Il faisait un rond. Et moi, je marquais antifinard le nom du lieu. Et il continuait comme ça. Non, il marquait antifinard le nom du lieu. Et c'est comme ça que j'ai appris un peu l'antifinard. Bon. Et il montait comme ça. Alors là, il y a tel truc. Puis je lui dis, mais tu montes jusqu'où comme ça? Bah, Tamanrasset, 1000 km. 1000 km. Alors quand je lui dis, tu arrêtes à la frontière, à Arlit, et puis on redescend, c'est là, puis maintenant on va redescendre vers le sud. Vers le sud, il y a plus de villages, de puits, des choses comme ça. Et cet axe nord-sud, là, comme il croisait des puits, bah, il était facile de vérifier, puisque les puits sont sur les cartes, l'axe nord-sud était rigoureusement nord-sud. Sinon, ils se perdent dans le désert, ils sont foutus. C'est-à-dire que ces gens-là font partie du désert. C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance du désert qui n'est pas savante, mais qui est, et je reviens moi à Daniel Gonec, l'enfant buissonnier, qui a une connaissance non savante, mais qui est intégrée.
tout simplement parce qu'il y a des nécessités. Il n'y a pas de contraintes, mais c'est une connaissance sans contraintes, sans notes, sans classement, sans hiérarchie. Et tout ça. Et quand il a eu fini son périple nord-sud, moi je dis bon, bah, tu t'arrêtes aussi à la frontière sud. Et là, il est parti à l'horizontale, quoi. À chaque point, parce qu'on avait les repères. Et ça donne une espèce de carte en arête de poisson qui est exacte. C'est une image mentale qu'il. Alors, Yvan et Clément présentent d'autres exemples de ce genre-là. Vraiment, c'est la même chose, quoi. C'est des cartes utilisables, quoi. Mais elles sont dans la tête, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, je ne sais plus. Et donc, ici, j'ai un autre exemple de ce genre-là dans le désert, c'est en Mauritanie. On part d'un endroit et on traverse un champ de dunes qui fait, je sais pas, 50 km, je ne sais plus combien de kilomètres de large, un champ de dunes, sans repère. Toi, tu ne vois pas de repère et par vent de sable. C'est-à-dire, on roule dans c'est le brouillard, mais du brouillard de sable, quoi. On n'y voit rien. Et je dis à notre guide, mais comment tu fais pour t'orienter là-dedans? C'est pas compliqué, c'est par là, quoi. C'est par là, et je sais qu'à tel endroit, il va y avoir telle végétation, à tel autre, on va avoir tel type de truc. Alors qu'il était... Ah oui, alors avec le précédent, je dis, mais t'es allé jusqu'à ta main dans la chatte? Non. Mais il savait l'organisation du saut. Sur le tourelle, quand ils se rencontrent, ils sont assis sur leurs talons, là, ils passent des heures à parler. Ils me parlent de quoi? Ils parlent de ça. Je suis monté comme ça, c'était comme ci, c'était comme ça, je rencontrais à tel endroit, etc. Et ça fait partie de leur identité, quoi. Ils font partie du désert, ils sont part du désert. En Mauritanie, j'ai vu des gosses qui ont 5-6 ans, dans un coin, avec des troupeaux de chèvres, mais pas une habitation, pas une tente à proximité, d'où ils viennent ces gosses. Mais ils ne sont pas perdus dans le désert, ils font partie du désert dès l'enfance, quoi. Ou ceux qui foiraient un peu, ben, ils ont été bouffés par le désert. Tu ne retrouves que les survivants. Mais ça, c'est des trucs passionnants à faire, quoi. Passionnant. Ce qui ne m'a pas empêché de mesurer des milliers de petits cailloux. Et d'y prendre plaisir en plus. Mais faut pas brider votre imaginaire surtout, quoi. C'est ça qu'il faut. Puis refuser de servir des causes qui ne sont pas les vôtres. Ouais, merci Pierre sur cette conclusion. Voilà, moi je suis content d'avoir rencontré des archéologues. Alors, moi je suis contre l'érudition, qui stérilise. Allez, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Moi je ne suis pas ennuyé. Merci pour la discussion.